Voilà un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo autour de la question des données sur l'épidémie de Covid-19. La dernière vidéo, vous vous en souviendrez peut-être, date du 18 août. Et le 18 août, nous avions identifié une reprise exponentielle des contaminations un peu partout en France. Et cela nous faisait dire que si aucune mesure particulière n'était prise avant la fin de l'été, eh bien, il y avait toutes les chances qu'on observe une reprise massive de l'épidémie au milieu du mois de septembre, sachant évidemment que ce qu'on observe est toujours en retard sur la réalité d'un certain temps, qui est le temps qu'il faut pour tester les cas nouvellement contaminés. On reviendra là-dessus. Cette prédiction qui était basée sur l'extrapolation des données du mois d'août, elle s'est révélée effectivement correcte. Hélas, on aurait aimé soit avoir tort dans cette prédiction, ou bien qu'une modification globale des comportements cet été et au début septembre permettent d'éviter cette contamination massive. Ça n'a pas été le cas. Alors, maintenant, nous sommes à l'approche du milieu du mois d'octobre. Cette vidéo est enregistrée le 13 octobre. Et ce que l'on voit, c'est une reprise massive de l'épidémie, une reprise massive des hospitalisations et des entrées en urgence, et la crainte toujours présente d'une saturation des services hospitaliers. Donc un scénario qui ressemble finalement trait pour trait à celui du mois de mars 2020 qui avait conduit au confinement. À l'heure où je vous parle, cela fait un peu plus d'une semaine que des nouvelles mesures contraignantes ont été imposées à la plupart des grandes villes de France, et en particulier à la capitale. Et on assiste finalement depuis la rentrée de septembre 2020 à une cascade de mesures mises bout à bout, contraignant de plus en plus les possibilités de rassemblement, un petit peu dans une logique de montée en puissance des tentatives de freiner la diffusion du virus. Alors, après des mois d'été très houleux en termes de discussion collective, où beaucoup de gens avaient déjà signé la fin de l'épidémie et commencé à oublier beaucoup de gestes de sécurité élémentaires, il m'a semblé qu'il était maintenant important d'observer à nouveau, avec les mêmes techniques que précédemment, l'ensemble des données qui est à notre disposition publiquement, et d'essayer un petit peu de tirer au clair à la fois l'histoire de cet été rempli de signaux à bas bruit mais déjà inquiétants, et de cette rentrée qui a vu l'explosion des contaminations et le retour à une situation proche de celle du mois de mars. Alors, pour parler de la situation présente, il est évidemment utile de revenir un pas en arrière et de regarder où nous en étions au 18 août. Au 18 août, si l'on traçait la courbe globale des cas par million d'habitants en fonction du nombre de jours, dans un graphique comme celui-ci, eh bien on voyait clairement deux phases. Une première phase de croissance, ralentie par le confinement, suivie d'une seconde phase de croissance. Mais une courbe comme celle-ci, si elle était très utile au début de l'épidémie, eh bien elle commence, en cette seconde phase d'épidémie, à présenter un certain nombre de difficultés de lecture. Difficultés de lecture qui sont dues à plusieurs phénomènes. D'abord, il y a le fait que eh bien, on augmente le nombre de cas comptabilisés, soit, mais certains des patients qui étaient des cas de la première heure sont désormais guéris et ne sont plus contaminants. Si on veut avoir une figure claire du potentiel finalement de personnes contaminantes en France à un instant donné, ça n'est pas la courbe qu'il faut tracer. De la même manière, hélas, un certain nombre des cas qui ont été contaminés dans la première heure ou dans la première phase de l'épidémie, eh bien, se sont terminés tristement par des décès, et là aussi, on a des cas qui sortent finalement de la comptabilité des personnes contaminées susceptibles d'en contaminer les autres. Donc le premier élément, c'est effectivement qu'il faut maintenant commencer à s'intéresser de près aux guérisons et, hélas, aux décès, pour regarder qui sont les cas réellement actifs. Le deuxième point aussi, c'est que, tout le monde l'aura vu, le nombre de cas mesurés est très différent aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 6 mois, en termes de nombre de tests. Et donc, évidemment, le nombre de cas positifs va aussi être différent dans sa dynamique de ce qu'il était dans les premiers temps de l'épidémie, où le nombre de tests était très très réduit et où donc, très probablement, on ne découvrait qu'une fraction infime des cas réels. Donc, pour déjà éclaircir un petit peu cette situation, on avait fait une chose dans la dernière vidéo, celle du mois d'août, c'est que, en parallèle de ce nombre de cas cumulés
On avait comptabilisé, là aussi sur la base de données publiques, le nombre de guérisons et aussi le nombre de décès. Et tout ceci nous donnait, en soustraction, la courbe orange sur ce graphique, courbe orange que l'on avait nommée l'évolution du nombre de cas actifs. Par cas actifs, on entendait des cas détectés comme positifs, mais qui n'étaient ni guéris ni décédés. Et ce que l'on observait, c'était que eh bien, cette courbe-là présentait une première phase de montée, puis un plateau, exactement comme si on avait plus ou moins figé l'épidémie. Ça correspondait évidemment à la période du confinement, mais ensuite, dès que le confinement était arrivé à sa fin, on observait aussi une reprise du nombre de cas actifs. Et donc, lorsque l'on traçait uniquement l'évolution des nouveaux cas, c'est-à-dire des cas actifs apparaissant après le confinement, c'est-à-dire ce qui peut être visible dans la petite fenêtre ici, une fois qu'on a enlevé tout ce qui était bleu clair sur ce graphique, eh bien lorsque l'on traçait cette courbe, on pouvait espérer obtenir l'évolution temporelle du nombre de nouveaux cas comme étant les cas qui potentiellement avaient la capacité d'en contaminer d'autres. Bien évidemment, on s'était, comme d'habitude, rendu compte qu'une courbe comme celle-ci, dans un diagramme linéaire simple, n'est pas très lisible. Les premières valeurs initiales sont très vite dépassées de manière gigantesque par les valeurs les plus récentes, et donc plus le temps passe, plus on perd une lecture fine de la structure de la courbe. Et donc pour y voir quelque chose, pour comprendre un petit peu quelle est la dynamique de cette croissance, eh bien à nouveau on avait recours à ne pas nécessairement représenter les valeurs des données mesurées, mais leur logarithme. Et lorsque l'on faisait ça au 18 août sur la base des nouveaux cas actifs, donc je le rappelle, ce sont les nouveaux cas apparus post-confinement auxquels on retire les guérisons et les décès, eh bien on trouvait ce type de graphique. Et dans ce type de graphique, ce qui frappe évidemment, c'est qu'il s'agit d'une droite. Alors ici, on a affaire à un diagramme semi-logarithmique. On a tracé le logarithme du nombre de cas en fonction du nombre de jours. Et une droite dans un diagramme semi-logarithmique, c'est une exponentielle. Donc, dès le 18 août, on voyait de manière indiscutable une reprise exponentielle très régulière, très convaincante de la contamination. Et il était clair donc qu'à moins de modifications significatives de comportement collectif, des gens contaminants et des autres, eh bien, on ne pourrait pas sortir de cette croissance exponentielle de sitôt, et en tout cas certainement pas avant la rentrée. Si maintenant on regarde comment les choses ont évolué depuis, il s'est passé presque 2 mois depuis le dernier point de cette courbe. Si l'on reprend les courbes purement linéaires, on obtient jusqu'au 18 août cette branche-là de courbes, avec ici en jaune le nombre total de cas cumulés, en orange le nombre de cas actifs, et en orange pâle et mauve pâle, respectivement les guérisons et les décès. Eh bien, si l'on prolonge ces courbes jusqu'à aujourd'hui, la suite de la courbe est celle-ci. Alors, quand on voit évidemment cette évolution, c'est une très mauvaise nouvelle, puisqu'on voit une croissance gigantesque du nombre de cas. Alors attention, évidemment, cette croissance gigantesque du nombre de cas, sa valeur absolue est à mettre en regard de l'évolution du nombre de tests. Donc si on avait tout le temps testé avec le même nombre de tests par rapport à la population française, eh bien le premier pic aurait été beaucoup plus grand que ce qu'il est, et la situation actuelle ne serait pas aussi démesurément grande par rapport aux mesures effectuées en mars. Néanmoins, une chose qui est indépendante du nombre de tests, et ça on l'a bien expliqué dans les vidéos précédentes, c'est la dynamique exponentielle de croissance. Et là, on va voir que c'est à ce niveau que le problème se pose. Sur ces courbes, j'ai à nouveau reporté des petits points bleus, et si vous vous souvenez un petit peu de la dernière vidéo, vous vous souviendrez qu'il y a ici 2 catégories de points qui représentent les événements notables qui marquent l'évolution de la gestion de l'épidémie en France. Eh bien, en premier lieu, on observe des points bleu clair ici, qui correspondent aux dates respectivement du confinement, puis du déconfinement, donc le 16 mars et le 11 mai. Mais à ces points bleu clair, j'ai associé des points bleu sombre, et ces points bleu sombre sont les points bleu clair décalés de 16 jours. Pourquoi 16 jours? Eh bien parce que l'analyse des données, que vous pourrez retrouver dans les vidéos précédentes, montre que, de manière assez répétable, c'est presque systématiquement 16 jours après l'établissement de mesures de protection
que l'on en voit les effets mesurables sur le nombre de cas. Donc ce décalage de 16 jours, c'est le décalage de mesure qui nous dit que tous les chiffres que l'on voit tous les soirs à la télévision sont en réalité des chiffres qui, dans leur évolution moyenne, représentent ce qu'il était en train de se passer au niveau de l'épidémie 2 semaines plus tôt en France. Donc, dans toute la suite, on va toujours associer les changements de réglementation, les décisions de confinement ou toute autre décision qui influence la dynamique de l'épidémie. Eh bien, dans la suite, on va toujours associer ces décisions à la fois à leur date, mais aussi à leur date décalée de 16 jours, puisque c'est avec ce décalage de 16 jours que l'on peut espérer détecter un effet sur les courbes observationnelles qui sont ici. Alors si donc je mets maintenant mes fameuses dates sur cette courbe, bien on retrouve le 16 mars et le 16 mars décalé de 16 jours, et le 11 mai et le 11 mai décalé de 16 jours. Alors vous vous souvenez que pour identifier vraiment l'effet des mesures prises, comme le confinement, le type de courbe qui est ici n'était absolument pas suffisant, car l'évolution du nombre de cas en fonction du temps était un paramètre trop lisse, en quelque sorte, pour permettre de détecter des changements importants de modalités de contamination. Pour pouvoir détecter de manière plus efficace les changements de régime et amplifier ces changements de régime, on avait eu recours à une petite astuce assez classique dans l'analyse de ce type de courbe, qui consistait à tracer le nombre de nouveaux cas par jour, en fonction non pas du temps, mais en fonction du nombre de cas existants. Et si vous vous souvenez bien, c'est ce que l'on avait fait ici. Sur l'axe vertical, on a le nombre des nouveaux cas par jour, et sur l'axe horizontal, on a le nombre de cas. Et un intérêt en particulier très important de ce type de courbe, c'était que, puisqu'on utilise le même outil de mesure pour l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, eh bien ce type de courbe est insensible à un facteur d'échelle près au nombre de tests. Donc, grâce à ce type de courbe, eh bien, si on voit un changement dynamique dans le comportement de ces courbes, ce changement ne peut pas être dû à l'augmentation du nombre de tests, il est forcément dû à un changement fondamental dans la diffusion de l'épidémie. Alors, dernier point important, je vous disais qu'en axe vertical, j'avais le nombre de nouveaux cas chaque jour. C'est vrai, mais si on se contente de tracer le nombre de nouveaux cas chaque jour, sans autre forme de procès, on obtient un signal extrêmement bruité. Donc pour filtrer le bruit qui est inhérent à la prise en compte des cas, qui dépend des jours, on avait recours à une prise de moyenne sur une semaine. Cela signifie que chaque point ici correspond à un nombre de nouveaux cas, un jour donné, mais ce nombre de nouveaux cas est calculé comme la moyenne des nouveaux cas observés sur les 7 derniers jours. Eh bien, c'est muni de ces petits rappels sur nos fameux outils que nous allons examiner l'évolution des nouveaux cas actifs. Et donc, je vous rappelle la définition que j'utilise ici pour parler de nouveaux cas actifs. Je parle des cas actifs, donc des cas mesurés auxquels on a soustrait les guérisons et les décès, et que l'on comptabilise à partir du premier jour après le déconfinement, donc le 11 mai. Alors si vous vous souvenez, c'est à partir de ces données que l'on avait pu tracer cette fameuse courbe rectiligne orange en diagramme semi-logarithmique, et cette courbe identifiait le redémarrage exponentiel des contaminations à l'été. Je vous le disais au mois d'août, tant que nous ne sortirions pas de cette exponentielle, on ne pouvait pas prétendre avoir contrôlé l'épidémie. Et si on restait dans ce type de régime de croissance, on allait inévitablement avoir à affronter une deuxième vague à la rentrée de septembre. Eh bien, si vous regardez l'évolution des points au-delà de ce 70e jour jusqu'à maintenant, c'est-à-dire environ le 125e jour post-déconfinement, voilà ce que l'on obtient. Et là, évidemment, la nouvelle est assez mauvaise parce que, vous le voyez, le comportement en quasi-ligne droite s'est prolongé jusqu'à quasiment aujourd'hui. Alors, si on veut être vraiment précis et que l'on trace une ligne droite optimale sur cet ensemble de points, eh bien en réalité, on observe qu'on a un démarrage rapide qui se stabilise sur la droite bleue ici, donc sur une exponentielle très précise, et qui, à partir du 90e jour, commence à devenir légèrement sous-exponentielle, comme si à partir de ce 90e jour, on avait un petit peu ralenti la diffusion de l'épidémie, d'une manière, hélas, on le voit, qui est quand même assez marginale par rapport à sa vitesse de croissance. Alors, pour vraiment se rendre compte de ce que cette courbe signifie, eh bien, c'est intéressant de comparer à la courbe de la première vague. C'était quoi la courbe de la première vague? Eh bien, on avait tracé, si vous vous souvenez, le nombre de cas, ou plutôt son logarithme, en fonction du nombre de jours
Et là, cette fois-ci, le jour 0, je le rappelle, ça n'était pas le jour du déconfinement, c'était le jour de l'apparition du premier malade en France. On voyait grâce à cela une courbe qui démarrait avec une pente très très forte dans une première phase et qui ensuite, eh bien, on l'a vu, suite au confinement, atteignait très rapidement une valeur saturée. Et si l'on trace, si l'on superpose ces deux courbes, la courbe de la seconde vague et de la première vague, voilà ce que l'on obtient. Vous voyez que la partie de la courbe jaune qui grimpe très fort entre 40 et 60 jours, eh bien, c'est la partie initiale. Donc c'est là où on a une croissance galopante de l'épidémie dans une France qui n'a pas encore réalisé que l'épidémie arrivait et donc qui ne pratique aucun geste barrière. Alors, ça témoigne de l'intérêt des gestes barrières puisque la courbe orange de la deuxième vague, vous voyez qu'elle démarre avec une pente beaucoup plus faible. Donc la vitesse de diffusion est bien réduite par rapport au tout début de l'épidémie au mois de février, par exemple. Hélas, ce que l'on observe, c'est que à partir du moment où le confinement survient sur la première vague et que l'on bascule de cette pente très forte à une pente très faible de croissance, on voit que dans la deuxième phase, la courbe orange reste une droite très très inclinée, tandis que la courbe jaune s'est aplatie fortement. On est quand même très très loin d'avoir réussi à stabiliser l'épidémie aussi bien que ce qu'on avait pu le faire pendant le confinement. Alors, comment on avait corrélé ce changement, vous vous souvenez, à la date du confinement? Eh bien, c'était simple. C'était donc cette fameuse courbe qui représentait les nouveaux cas chaque jour, mais moyennés sur une semaine, en fonction du nombre de cas. Et là, eh bien, on voyait très bien que pendant la première vague, on avait au départ une droite parfaitement rectiligne qui illustrait le premier régime de contamination, quasi exponentielle, et à partir d'un certain moment, une cassure de cette droite pour un nombre de contaminations par jour qui descendait brutalement. Et la cassure, eh bien, la mesure a montré qu'elle se produisait exactement 16 jours après le confinement. Donc là, on pouvait, et c'est l'objet de la première vidéo de cette série, on pouvait témoigner de l'efficacité du confinement dans la cassure qu'elle apporte dans la diffusion de l'épidémie. Eh bien, on va retracer cette même courbe des nouveaux cas en fonction des cas pour les deux vagues. Et pour les deux vagues, voici ce qu'on observe. Si vous regardez sur ce diagramme, eh bien, la courbe orange, elle est très voisine en termes de pente de la courbe jaune initiale avant confinement. Alors la courbe jaune, on l'a cassée grâce au confinement, et l'idée évidemment actuelle, c'est de casser cette courbe orange avec la prise des différentes mesures que l'on a pu suivre au fil des semaines qui viennent de se passer. Le souci évidemment, et ce que nous dit ce graphique, c'est que aucune de ces mesures n'a été aussi efficace que le confinement pour le moment, et qu'aucune de ces mesures, empilées finalement au fil de l'eau l'une après l'autre, n'a même significativement modifié la dynamique de diffusion du virus. Sauf sur la fin, où il y a un comportement ici qui est un petit peu curieux. On va revenir là-dessus. Donc, je me focalise maintenant sur cette courbe orange. Et finalement, si on essaye d'y caler des droites afin d'illustrer quels sont les différents régimes dynamiques, de manière un peu approximative, eh bien, on voit a priori deux phases. La phase qui est représentée ici par la droite orange, qui est la phase initiale, donc tout ce qui s'est passé pendant cet été, après le confinement, où on a une croissance très très rapide mais à faible niveau. Et c'était ça le danger de cette croissance, c'était que étant à faible niveau, les gens ne se sont pas méfiés, et pourtant elle a été très rapide, cette croissance exponentielle des contaminations. Et une deuxième phase qui, elle, s'est retrouvée dans un deuxième temps à avoir une croissance plus raisonnable, plus contrôlée, la pente bleue, qui est tout à fait comparable à la pente de la première vague, avec évidemment une différence notable, c'est qu'elle se poursuit bien au-delà. C'est-à-dire qu'en nombre de nouveaux cas, comme en nombre de cas actifs post-confinement, on a très largement dépassé tout ce qu'on a pu voir dans la première phase. Alors à nouveau, le fait que ces chiffres soient largement plus grands que ceux de la première vague, c'est en partie dû à l'augmentation du nombre de tests. Mais, je le répète, la dynamique de ces chiffres, c'est-à-dire cette fameuse pente de croissance ininterrompue, celle-là est totalement insensible à l'augmentation ou à la diminution du nombre de tests. Donc cela veut dire qu'on n'est clairement toujours pas sorti d'affaire. Et si, comme je le fais ici, on essaye d'identifier à quelle date correspond chacun des changements de régime
dans cette courbe-là, eh bien, on trouve les choses suivantes, toujours en prenant la précaution de décaler les dates de 16 jours, conformément à l'argument de tout à l'heure. Hein. On voit d'abord qu'il y a un premier basculement de régime autour du 8 août, assez difficile, je dirais, à interpréter, hein, car aucun événement significatif ne se passe. Donc ça, c'est la transition entre la pente orange et la pente bleue sur ces courbes, mais vous voyez que cette transition est faible, elle est en réalité beaucoup plus continue que simplement le croisement de ces deux droites. Donc il ne s'est probablement rien passé de spécial le 8 août, c'est plutôt la transition entre juillet et août qui a modifié cette dynamique. Pour quelle raison? Eh bien là, c'est un vrai travail, je dirais, d'épidémiologie fine qui permettrait de le déterminer sur le type de gens contaminés. En revanche, il y a deux points là pour le coup qui sont très très marqués en temps et très clairement marqués en temps. C'est la première cassure que l'on observe au début du mois de septembre, consécutivement à des événements qui ont dû se passer autour du 9 septembre, et une deuxième cassure, mais cette fois-ci dans le mauvais sens, si j'ose dire, autour du 15 septembre, plus 16 jours. Alors, face à cela, on est un peu perplexe parce que, deuxième semaine de septembre, à peu près, on va dire, tous les établissements publics, toutes les entreprises, les collèges et les lycées sont rentrés dans leur phase de gestion protocolaire de l'épidémie avec les mesures de prise de distance, la présence de gel hydroalcoolique, etc. Tout ce qui n'était pas présent lors de la première vague, dans sa phase croissante, avant le confinement, et tout ce qui était aussi relativement absent de tout l'été, il faut bien le dire, parce que la prise en compte de ces mesures par les vacanciers a été plus que relative. Donc finalement, on peut interpréter ça, ou on serait tenté d'interpréter ça comme un retour à une forme de précaution, c'est-à-dire qu'à partir de la deuxième semaine de septembre, là, tout le monde est revenu les pieds sur terre, on n'est plus en vacances à la plage, et on se rend compte que l'épidémie est toujours là, et tout le monde se met à respecter de manière plus rigoureuse les mesures de protection générale, sauf que ce bénéfice s'effondre une semaine plus tard, autour du 15 septembre, puisque là, l'épidémie repart exactement sur une dynamique qui vient rejoindre la droite initiale comme si rien ne s'était passé. Et là, il y a une vraie question. À titre personnel, je n'ai pas d'explication indiscutable à apporter à ce changement. Il y a une tentative d'explication qui peut être tentante, une hypothèse au moins qui serait de dire que, eh bien, oui, les gens ont commencé leur reprise en étant rigoureux pendant le début du mois de septembre, mais très vite cette rigueur s'est envolée à compter de mi-septembre, à partir du moment où ils ont entendu de ci de là tout un tas de prophètes divers et variés leur dire que on prenait trop de précautions et que cette épidémie était déjà derrière nous. Ce sont des discours qu'on entendait encore énormément à la mi-septembre et pendant tout le mois de septembre, pour tout dire. La situation hospitalière actuelle doit clairement, je l'espère, mettre un dernier clou dans le cercueil de cette fausse idée. J'espère en tout cas que mon hypothèse n'est pas correcte, c'est-à-dire que j'espère que ce regain de contamination post-15 septembre n'est pas simplement le fait d'une désinvolture qui serait consécutive à de la désinformation, parce que ce serait objectivement très grave. Alors, maintenant, s'il y a un graphique à retenir de cette discussion, c'est celui-ci. C'est la logique qui compare la première et la seconde vague. Et on voit que les deux vagues démarrent un petit peu de la même manière, avec des pentes tout à fait similaires, mais que la première vague est cassée brutalement par le confinement, tandis que la deuxième vague se poursuit. Et la deuxième vague se poursuit jusqu'à un point qui, semble-t-il, est un point de cassure, à la rentrée, au mois de septembre, une fois que tout le monde est bien dans les rails de la reprise du travail, scolaire ou en entreprise. Et malheureusement, cette tendance positive s'inverse brutalement une semaine plus tard, comme si rien ne s'était passé. Alors, à nouveau, les chiffres que l'on voit ici, qui sont les chiffres les plus récents, nous racontent l'histoire de l'épidémie d'il y a 15 jours. À l'heure où je vous parle, comme je le disais, cela fait un peu plus d'une semaine que des nouvelles mesures ont été prises dans la plupart des grandes villes de France. Cela veut dire que l'effet de ces nouvelles mesures n'est pas encore présent sur cette courbe. Donc, il nous reste finalement une seule possibilité. Soit ces nouvelles mesures sont suffisantes pour repartir sur la phase descendante de la courbe. Et alors on pourra en rester là. Soit ces mesures ne sont pas suffisantes, et alors là, je pense qu'on est à peu près dans le dernier cran avant un nouveau confinement, peut-être un confinement régional ou par ville, mais en tout cas, on est à peu près en limite de toutes les cartouches non confinées
que l'on ait pu utiliser. Alors, la bonne nouvelle, d'une certaine manière, c'est qu'on n'aura pas beaucoup à attendre pour le savoir. Ces nouvelles mesures, elles ont été mises en place il y a un peu plus d'une semaine. Compte tenu du décalage de 15 jours dont je vous parle, eh bien ça veut dire qu'il nous reste une semaine à attendre pour savoir ce qu'il en est. Nous sommes actuellement le 13 octobre. Eh bien, a priori, si j'en crois l'expérience de ces données et si l'évolution reste dans les mêmes logiques que ce qu'elle a été depuis le début de l'épidémie, c'est autour du 19 ou du 20 octobre que nous devrions voir apparaître une cassure secondaire de cette courbe qui cette fois-ci serait due à toutes les mesures d'urgence qui ont été prises il y a un peu plus d'une semaine dans les grandes villes. Si cette cassure n'apparaît pas, au plus tard le 20 ou le 21 octobre, je vois mal comment nous pourrons réussir à contrôler l'épidémie davantage sans faire un confinement. C'est la conclusion de cette affaire. Il y aurait évidemment beaucoup de commentaires à faire, mais je ne vais pas abuser de votre temps. Je vous remercie beaucoup. Il n'est pas sûr que j'aurai le temps d'ici une semaine ou deux de refaire un point, mais en tout cas, je vous invite vraiment à le faire par vous-même, après le 20 octobre, je vous rappelle, cette date charnière, pour, par vous-même, examiner si oui ou non, il va être nécessaire de monter encore d'un cran les mesures de protection, ou bien si les mesures déjà décidées depuis une semaine vont être suffisantes pour nous sortir d'affaire, sachant que sortir d'affaire, ça revient à simplement ralentir l'épidémie, pas l'arrêter, mais la ralentir suffisamment pour éviter un second engorgement des hôpitaux. Je vous invite fortement à laisser vos commentaires et vos questions, c'est par la discussion aussi qu'on enrichit ce type d'analyse, et je vous remercie de votre intérêt pour ce travail. À très bientôt, je l'espère, avec une courbe qui enfin changera de sens. Au revoir.